Je pense que nous pouvons démarrer, puisque moi j'ai eu l'alerte comme quoi c'était enregistré. En tout cas, c'est pas très grave. Bonjour à tous et bienvenue pour la revue d'actualité de l'OCIR, qui effectivement exceptionnellement se produit un peu plus tôt aujourd'hui. Je le rappelle, parce que de toute façon vous le verrez sur la revue n'a pas vocation à être exhaustive, c'est vraiment les sujets de sécurité au sens large qui nous ont semblé les plus importants ou les plus drôles, dont nous avons parlé. Donc, il y a pas mal de sujets que nous avons éludés, volontairement ou même involontairement. Et d'ailleurs, comme nous sommes un petit peu chargés en ce moment, il y a pas mal de sujets que nous n'avons pas eu le temps de traiter. Typiquement, nous pourrons commencer par le premier qui sont les bulletins de sécurité à Microsoft. Ah, le slide est caché, mais en gros, on n'a pas eu le temps de les faire, donc nous en excusons, mais voilà. Concernant le support des différentes versions de Windows, bon, rapidement, là, on a la fin du support de Windows 10 19.09. Donc, si vous avez encore cette version, attention, elle n'est plus supportée en termes de patch de sécurité. Concernant les vulnérabilités Microsoft, il y en a quelques-unes dont nous allons quand même parler. La première, c'est pas vraiment une vulnérabilité, mais c'est assez rigolo pour le citer. C'est que Microsoft a oublié de renouveler le certificat de son site Insider, ce qui fait que pendant quelques heures, le site n'était pas joignable normalement. Il fallait alors accepter les alertes de sécurité. C'est assez surprenant de voir ce genre de problème arriver chez un acteur comme Microsoft. Mais donc voilà, si ça vous arrive chez vous, entre guillemets, rassurez-vous, ça arrive aussi chez Microsoft. Autre petite erreur, c'est que la dernière mise à jour de Windows 11 désactivait la vérification de la compatibilité matérielle, enfin plutôt les obligations matérielles pour un certain nombre de fonctionnalités qui arrivent avec Windows 11. Cette désactivation, c'est une erreur manuelle, donc ça a été réactivé par la suite. Là, par contre, il y a une vulnérabilité dont je parlerai, enfin deux d'ailleurs, dont je parlerai. La première, c'est une vulnérabilité qui a été corrigée par le dernier bulletin Microsoft qui concerne Active Directory, qui a été publié en out of bounds, c'est-à-dire en dehors des bulletins mensuels, et qui concerne une élévation de privilèges à partir d'Active Directory, c'est-à-dire qu'en fait, à partir d'un compte d'utilisateur lambda avec peu de privilèges, il était possible de devenir administrateur du domaine assez facilement. Autre vulnérabilité qui a fait beaucoup parler d'elle concerne SMB, donc qui a été corrigée dans le bulletin de juin ou mai, je ne sais plus. Alors vous me direz une vulnérabilité SMB de plus, oui, tout à fait. SMB, ça commence à être vraiment problématique, sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui exposent SMB sur Internet. C'est une très mauvaise idée. Ne le faites pas. Scannez vos réseaux exposés à Internet pour détecter ça, mais ne le faites pas. Et j'ai mis une petite référence à une rump que j'ai faite à la conférence TIC il y a 3 semaines, assez rigolote sur le fait qu'il y a aussi des gens qui exposaient SMB à travers Quick, qui est le protocole HTTP 3. Ça, c'est la vulnérabilité dont on a beaucoup parlé précédemment, parce qu'en fait, c'est une vulnérabilité, on va dire, dans Office, qui permet pour faire simple, qui permet d'exécuter du code à la visualisation d'un document Office sans avoir besoin des macros. C'est-à-dire que même si vous avez désactivé les macros Office, vous avez une exécution de code. En fait, ça utilise des schemes, ce que j'arrive toujours pas à traduire, donc ms-msdt, qui est l'outil de debug de Microsoft, d'Office. Et ça utilise un chemin débutant par ça pour définir des variables, ensuite exécuter une commande qui, là, dans l'exemple cité, permet d'exécuter la calculatrice. Le problème de ça, c'est que déjà macro désactivé, ça fonctionne et dans le panneau de privilégiation d'Outlook, ça fonctionne également. Donc ça a été corrigé depuis, mais c'est très, très problématique, et je suppose qu'il doit y avoir d'autres vulnérabilités de ce type. Vous avez également dans le dernier lien des règles de détection Sigma qui vous permettent de détecter, elles sont très simplistes, hein, mais qui permettent de détecter ce genre d'exploitation. Petit mot sur les macros Office. Depuis avril dernier et la dernière mise à jour de Microsoft Office, normalement, les macros par défaut sont désactivés totalement et il n'est pas possible de les réactiver. Donc normalement, si vous avez un Microsoft Office à jour et non modifié, trafiqué, vous n'avez théoriquement plus la problématique des macros Office, donc des malwares qui pourraient rentrer par là. Par contre, ce type de vulnérabilité, malheureusement, ça marche encore, ainsi que toutes les exécutions, enfin buffer overflow et autres dans Office. 2 dépassements de tampons sur Python, ce qui est suffisamment important pour en parler, en particulier la première qui est potentiellement exploitable depuis tout simplement un client qui appelle un site web. Donc buffer overflow, donc exécution de code après côté serveur et donc prise de contrôle du serveur. Vulnérabilité sur Linux, je la passe rapidement. 2 sujets concernant ce qui vous écoute ou ce qui fonctionne quand vous ne le savez pas. La première, c'est
un article qui s'appelle Evil, pardon, mon franglais, Evil Never Sleeps, qui en fait explique que vos iPhones, par exemple, même quand vous les éteignez, fonctionnent encore certains modules, typiquement le NFC. Avec un iPhone éteint, vous pouvez payer en NFC et vous pouvez également utiliser la fonctionnalité AirTag, ce qui veut dire que le mobile n'est pas réellement éteint, que certains composants sont alimentés et ces composants ont des firmware et donc potentiellement peuvent être attaqués depuis l'extérieur, comme dans les films finalement. Et l'autre sujet, c'est Cisco Webex, mais finalement ça, on le savait déjà, qui écoute même quand vous avez coupé le micro et que vous pensez que ça n'écoute pas. A priori, c'est que pour de la télémétrie, mais bon, ça écoute quand même. Alors, petite thématique spéciale vulnérabilité des années 90. Quand vous allez voir le niveau des vulnérabilités, vous allez comprendre. Alors, Confluence, bon, ça, vous en avez tous entendu parler. Vulnérabilité critique qui permettait une exécution de code un petit peu comme Log4j, avec une simple requête get sans authentification. Vous avez le payload qui est indiqué ici et voilà, en plus, c'est pas dans de code, de commande, injection de commande, ce qui fait que c'est ultra stable. Et ça, c'est typiquement le genre de vulnérabilité qu'on trouvait dans les années 90. Ensuite, Jira était également vulnérable à un contournement de l'authentification. Alors, j'ai pas mis le code d'exploit ici, mais vous le retrouverez si vous cherchez le numéro de la CVE et GitHub, vous le trouverez rapidement. Alors ça, je ne connaissais pas WSO2, donc un éditeur qui édite un serveur d'authentification et d'identification, et qui est vulnérable de la même manière à un pass traversal et à une injection de fichiers Java WAR avec une exécution de code à la clé. Donc c'est une exécution de code Java, ce qui fait que c'est ultra stable. Et là, vous avez la commande, je crois que j'en avais parlé le mois dernier, une commande en une seule ligne qui vous permet d'exploiter cette vulnérabilité. Même chose côté F5, le code d'exploitation, je ne l'ai pas mis, mais également il est accessible. Vulnérabilité triviale à exploiter qui permet d'exécuter une commande, là encore, donc extrêmement simple et stable, à distance sans authentification. C'était une espèce de fonctionnalité qui était accessible depuis le portail des F5 sans authentification et permettait tout simplement d'exécuter une commande. Et Firewall ZXL, également vulnérable à une injection et injection de commande. Donc là encore, assez trivial. La seule particularité, c'est que un firewall bien fait, vous n'avez pas le retour, donc vous pouvez faire un retour indirect par des requêtes DNS ou des requêtes web, parce que vous n'avez pas le retour de la commande directement. Donc là, j'ai mis un exemple que j'ai fait moi-même, où vous faites un wget sur une ressource externe, ça vous permet de savoir si vous pouvez compromettre ou pas la ressource, enfin si elle est vulnérable ou pas. Firewall Sophos également, là c'est une vulnérabilité avec une injection d'un caractère Unicode maltraité, et ce qui fait que là vous avez un buffer overflow. Et dernière vulnérabilité des années 90, un simple pass traversal sur Grafana, donc solution de supervision de réseau. Et donc là, un simple pass traversal, là par exemple, vous permet d'accéder au fichier etc passwd. J'en ai fini avec les vulnérabilités des années 90, on va revenir aux années 2020. Zoom, c'est la vulnérabilité pourrait presque faire partie de la catégorie années 90. Lorsque vous avez une conversation Zoom déjà établie, vous pouvez envoyer un payload bien formaté qui permet au final d'exécuter du code côté client. Alors, ça n'est accessible que pour les gens qui sont dans la même chatroom que vous. Typiquement là, potentiellement, je pourrais tenter d'exploiter la vulnérabilité et de vous compromettre. Mais je ne le ferai pas, parce que je suppose que de toute façon, vous avez la version mise à jour de Zoom. Si ce n'est pas le cas, je vous recommande de la mettre à jour rapidement. Nginx, je passe. Aruba et Avaya, pas mal de vulnérabilités critiques sur des millions d'équipements exposés à Internet, mais je passe, je vous laisserai lire l'article. Ça, je passe à pas été mise à jour. Concernant tout ce qui est piratage et malware, Okta a publié une mise à jour de sa communication par rapport à leur compromission par le groupe Lapsus. Alors les premières phases de la communication étaient assez catastrophiques et la dernière communication en date est plus précise et parle en fait d'un piratage qui n'aurait duré que 25 minutes et seulement sur 2 clients. Bon, ça confirme aussi le fait que le piratage soit passé par un poste d'administration qui avait tous les accès. Rien de plus, je ne vais pas insister sur leur communication qui n'était pas exceptionnelle. Alors le deuxième est 2 fois, je ne sais pas pourquoi. Christophe, c'est copier-coller, erreur de copier-coller ou Alors, grave, bon, c'est pas très grave. je... C'est juste, Ah oui, il y a peut-être une c'est erreur. Oui, rigolo, non, donc c'est on oublie le deuxième, ouais. Ça doit être ça. OK.
C'est la banque centrale de Zambie qui a été piratée par un groupe de cybercriminels qui s'appelle The Hive, un peu comme le produit de Strange Bee, mais ça n'a rien à voir avec Strange Bee. Et donc leur NAS a été chiffré et l'équipe sécurité ou l'équipe DSI de la banque de Zambie, pour se moquer un peu des cybercriminels, parce que j'imagine qu'ils ont pu récupérer les données, leur ont envoyé en fait des messages assez moqueurs avec des photos de pénis. Je trouve ça drôle. Ensuite, côté piratage, il y a un rapport qui est assez intéressant qui a été publié par Microsoft sur toutes les attaques, une partie des attaques qu'a subi l'Ukraine. Microsoft comptabilise un peu plus de 200 attaques vraiment ciblées, visant essentiellement à déstabiliser le gouvernement ukrainien, donc en tapant essentiellement des infrastructures civiles, bancaires, etc., pour donner une mauvaise image du gouvernement ukrainien et essayer d'influer sur les Ukrainiens pour les faire plutôt pencher du côté de la Russie. À noter que l'Ukraine a quand même bien résisté, parce que ça fait 8-9 ans qu'ils sont attaqués par la Russie, et donc ils ont quand même un très très bon niveau en cybersécurité aujourd'hui. D'ailleurs, il y a le centre, je sais plus, le centre de cybersécurité de l'OTAN qui est à Tallinn aujourd'hui et qui œuvre beaucoup à la défense du pays. Un fait intéressant, c'est la deuxième puce. A priori, les gens ont tendance à dire que les Russes auraient utilisé la quasi-totalité de leur capacités offensives en termes de cybersécurité, ils sont allés au max. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'effet plus que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de catastrophe gravissime d'une usine ou autre, ou un arrêt complet je sais pas, toute l'électricité du pays, parce que les Russes seraient arrivés à leur limite de ce qu'ils étaient capables de faire. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, les effets laissent penser, ce que l'on constate laisse penser ça. Bon, pour le fun, en punition ou en revanche, les Ukrainiens ont piraté un distributeur de vodka en Russie, par Daily Service, ce qui a empêché ce distributeur de distribuer de la vodka pendant 5 heures d'affilée. Gravissime pour la Russie. Après le dernier, je passe. Ah, La Poste. Christophe? Alors ouais, là, sur ce sujet-là, la Poste a été amenée à publier un communiqué de presse dans lequel elle expliquait que la Poste.net, là, le site, qui avait des comportements anormaux et des tentatives d'accès aux comptes de messagerie. Alors, ils ont identifié au final une liste d'identifiants qui a fuité sur le net. Du coup, en avril, ils ont décidé de fermer les accès IMAP et POP au service de messagerie électronique. Et là, sur mai, ils rouvrent tout doucement. La question de savoir est-ce qu'ils rouvrent en toute assurance. Il n'y a pas d'éléments complémentaires sur le sujet. Ils ont juste expliqué qu'ils rouvraient. Sujet de Ajaccio, hôpital qui a été attaqué par le groupe Vice Society. En fait, au final, bon, l'idée, et c'est une nouvelle sans être une nouvelle, on commence à être un peu trop habitué peut-être aux attaques d'hôpitaux. Là, l'idée, c'était juste de bien dire que ça continue et que l'attaque en tant que telle a bloqué des services critiques, mais pas que. Des accès à l'Internet, ce qui fait qu'on peut bloquer aussi des accès à des services critiques si ces derniers ont besoin de joindre des serveurs sur l'extérieur. Ce sur quoi on peut se poser des questions. Bref, on n'a pas tous les éléments sur ce point, mais une fois de plus, une attaque sur le monde de la santé. Et si on prend la suite, voilà, encore des éléments sur le monde de la santé avec le groupement hospitalier de la région Grand Est qui a été attaqué par deux de ces hôpitaux, Vitry-le-François et Saint-Dizier, sachant que sur Vitry-le-François, c'est plutôt à partir de celui-ci qu'il y aurait grossièrement 28 gigas de données qui auraient été retrouvées sur le dark web avec une qualification de données dites patients, avec une demande de versement d'un prix pour pouvoir justement faire valoir la valeur de ces données. Ce qu'a fait l'hôpital, c'est qu'il a réalisé un confinement informatique et, entre autres, envoyé des éléments aux différents établissements du groupement. L'idée étant de se dire, si deux ont été attaqués, est-ce que les modes de fonctionnement de ces deux-là sont identiques aux 7 autres? Et quid de l'intégrité de ces 7 autres établissements? En tout cas, le communiqué de presse nous dit, afin de protéger et de sécuriser les systèmes d'information des données, les systèmes d'information ont été confinés.
Et puis un élément qui vise à aller dans le sens que l'on entend aujourd'hui, on a un groupement d'intérêt public qui est là, qui, dans cette histoire, explique que les systèmes d'information doivent être protégés. Donc ce groupement a cette mission de développer les systèmes d'information partagés de santé et de les sécuriser. Et un peu à l'approche OIV et OSE, demande à ce que, quels que soient les incidents, qu'ils soient significatifs ou graves, ces derniers doivent être remontés. Donc on a une approche de vouloir centraliser l'information à un niveau supérieur. Et je pense que voilà, c'est une bonne progression. Et ensuite, le dernier élément. Oui, pour toi, tiens. Ah pardon, j'ai passé un peu vite. Non, pas de souci, c'est pour toi la suite. Ok. Ouais. Alors ça, c'est un malware qui a été pas mal documenté, qui vise plutôt Linux. Et j'ai trouvé ça surprenant de voir toutes les techniques qui étaient utilisées comme étant nouvelles, révolutionnaires, quasi indétectables, parce que j'ai l'impression qu'on a les mêmes choses sur Windows depuis très longtemps. En gros, c'est un malware qui est pas tout à fait fileless, mais quasiment. En tout cas, c'est juste une librairie et qui fait beaucoup de hooking. Alors, c'est pas tout à fait du hooking comme on le voit sous Windows, mais assez proche finalement, en tout cas dans le résultat, qui en fait va surtout essayer d'être très furtif et de se cacher. C'est-à-dire que quand vous listez par exemple les processus, les dépendances, les fichiers, lui il va intercepter ces appels et se cacher des résultats. En particulier, lorsque vous faites des captures réseau, il va injecter un bytecode, enfin ce qui est normal dans IBPF, ce qui est fonctionnement normal, pour justement intercepter ces appels et se cacher de tout ce qu'un quelqu'un qui enquête pourrait voir. Donc, j'ai été surpris enfin, j'avais l'impression que sous Linux, il y avait quand même des choses un peu plus avancées qui existaient, mais bon, voilà, en tout cas, celui-là a l'air quand même assez avancé, assez stable et se dissimule plutôt bien. L'intérêt aussi, c'est qu'il infecte un premier processus et ensuite va rebondir et infecter tous les autres processus, finalement, comme le ferait un malware sous Windows, en injectant sa librairie ou en s'injectant lui-même dans tous les processus pour aller les hooker. Ça, c'est un malware un peu avancé qui a été repéré par l'équipe sécurité de Google. La particularité, c'est qu'il utilisait des vulnérabilités inconnues, enfin 0-day dans Chrome et Android pour infecter les cibles. Donc dans Chrome, pour avoir une exécution de code, c'était une chaîne de plusieurs vulnérabilités. Une exécution de code, je crois qu'il y avait une fuite mémoire et différentes techniques d'évasion de la sandbox justement pour sortir de Chrome. Et ensuite, une autre vulnérabilité d'élévation de privilèges local dans Android pour prendre le contrôle total du terminal. Ce qui est assez surprenant, c'est que ça a été utilisé par beaucoup de pays, vous avez la liste là, mais dont l'Espagne par exemple, qui est pourtant assez proche de nous, et la Grèce. Le malware vient de l'entreprise Citrox, mais nous en parlerons tout à l'heure. Et comme pour tous les malwares venant de Citrox, NSO, etc., en général, c'est utilisé pour espionner des opposants politiques et des journalistes. Ça, c'est juste deux trucs que j'ai trouvé rigolos. C'est un implant un peu spécifique qui ciblait plutôt les Solaris. Donc, un vieux système d'exploitation de Sun à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore utilisé, mais a priori, oui. C'était très utilisé chez les hébergeurs et aussi chez les opérateurs télécoms. Et donc, a priori, ça l'est encore. Et peu mis à jour, a priori, puisque là, les vulnérabilités utilisées étaient des vulnérabilités qui dataient de 2019. Et le dernier, c'est juste un malware qui cible plutôt les ESX par un groupe de cybercriminels et qui en fait va chiffrer les VM avec des commandes classiques VM. Alors, petite partie spéciale NSO Group et son fameux spyware mais Pegasus. Alors, j'ai rajouté une actualité que j'avais loupée il y a très longtemps. Et en fait, bon, il y a quelques années, un des employés de NSO Group avait piqué tout le code source de Pegasus et avait essayé de le revendre sur le darknet pour 50 millions de dollars. Finalement, il a réussi. Vous avez également pas mal de trucs qui sont sortis récemment, comme aussi la Pologne qui a acheté et utilisé Pegasus en 2017 et qui l'a utilisé pas mal en 2019, encore une fois, sur des opposants politiques et aussi contre des avocats. Et donc, suite à la publication de l'outil MVT comment ça c'est quelle est l'ONG qui a publié MVT? Aidez-moi, je ne l'ai plus en tête. C'est Amnesty International. Si, c'est Amnesty International, je crois.
l'équipe sécurité de cette ONG a publié un outil qui s'appelle MVT qui permet de, à partir d'un backup d'un iPhone, de repérer si celui-ci a été compromis par NSO. Suite à cette publication, beaucoup de gens ont commencé à utiliser cet outil pour rechercher des compromissions et forcément, on en a trouvé beaucoup. Effectivement, comme on le dit dans le chat, la deuxième présentation à STIC, donc le mercredi matin, était une présentation d'une des personnes qui s'est occupée de développer et de publier l'outil MVT. Oui, je perds la mémoire, je vis ici. Et donc, des gens ont trouvé pas mal de compromissions, dont en particulier le Premier ministre anglais, un certain nombre d'élus et de hauts fonctionnaires anglais, également le gouvernement le gouvernement catalan de la Catalogne. Donc tous ces gens-là qui ne devraient pas pouvoir être espionnés ont été espionnés par Pegasus. Ce qui laisse quand même poser de graves questions sur nos gouvernements et les démocraties. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est l'article suivant sur les démocraties qui espionnent leurs citoyens. Je vous recommande vraiment la lecture de cet article du New Yorker qui liste en fait un certain nombre de cas d'espionnage des gouvernements considérés comme des démocraties vis-à-vis de citoyens, qu'ils soient des opposants politiques, des journalistes, des avocats, chose qu'ils ne devraient pas exister. Et vous avez une liste là de quelques-unes de ces entreprises qui participent à ces espionnages en vendant des outils permettant de le faire. NSO en tête, mais il y en a beaucoup d'autres. Je crois que c'est Candirou ou Molitiam, mais je crois que c'est Candirou qui est le nom d'un ver ou d'un parasite qui rentre par le pénis. Ça vous donne une idée de l'état d'esprit des gars. Ensuite, ça, Christophe. Alors, sur cette partie-là, les démocraties, toi tu étais sur le AK Technologies, oui, qui a été récemment racheté par Adecco, a été victime d'une attaque par rançon logiciel, donc sur un mode de combinaison d'AV et de Black Cat, qui aurait été découvert en 2021. Et pour information, voilà, le logiciel malveillant, le rançon logiciel a été écrit en Rust. Voilà, encore une problématique avec un rachat assez récent. J'ai un peu d'écho, c'est pas grave. Même les cybercriminels. Ouais, et sur lequel. Même les cybercriminels se mettent à Rust. Alors, j'ai petit problème d'écho, mais c'est pas grave. Vas-y, tu disais, Vlad. Non, je disais même les cybercriminels se mettent à Rust, comme l'ANSSI. Et voilà, exactement. De là à faire un lien entre les deux. Anecdotique, quoi. Mais, ou exotique, comme on veut. Ok. Ensuite, ton un peu plus léger, les PlayStation 4 et 5 sont piratables par le Blu-ray, donc le lecteur de disque. Un chercheur a trouvé une vulnérabilité Userland qui permet en fait d'injecter du bytecode dans le compilateur Just in Time, donc JIT, et enchaînant un certain nombre de vulnérabilités 5, il arrive à sortir de la sandbox Java, appeler le compilateur Just in Time, pousser du code et prendre le contrôle de la PlayStation. Ça fonctionne sur PlayStation 4 et 5. Malheureusement, ça a été corrigé dans les dernières mises à jour. Mais c'est intéressant pour après dumper tout le firmware et tout le code pour essayer de trouver d'autres vulnérabilités. Le deuxième sujet est assez intéressant, c'est sur un bug bounty, une personne qui a une jolie prime de 200 000 $ parce qu'il a réussi à trouver un moyen de vider un compte PayPal en un seul clic. Donc à partir d'un clickjacking, c'est-à-dire qu'en gros, c'est le fait d'afficher un faux site web ou un faux affichage sur un site web existant. Et c'est exploitable en envoyant un simple mail, par exemple. Et il est possible, alors en faisant le cheminement n'est pas si simple que ça, mais une fois qu'on a vu la solution, c'est facile. En fait, ça permet tout simplement d'appeler une API de facturation qui n'aurait plus existé ni être accessible, qui permet en fait de vider un compte, tout simplement. Mais le scénario que proposait la personne, je crois que c'était fait par exemple un clic en faisant gagner de l'argent ou répondre à un concours, un truc comme ça. Donc la personne clique et finalement se fait avoir et vide son compte. Ça, c'est un peu plus rigolo. La première fois que j'avais entendu parler de ça, c'était il y a très longtemps. Je crois que c'était Nico Ruff qui en avait parlé. C'est que des ouvriers agricoles et agriculteurs américains avaient des problèmes avec leurs tracteurs qui étaient sous DRM et qui ne pouvaient pas faire réparer ou débloquer leurs tracteurs parce qu'en fait, ils avaient, je sais pas, dépassé, je ne sais plus quelle variable, je ne sais plus exactement. Et donc, ils avaient dû demander à des hackers ukrainiens un petit outil qui permet, entre
qui permettait, entre guillemets, de jailbreaker leur tracteur et donc de pouvoir continuer à travailler. Et donc là, c'est un peu la suite de cette histoire. C'est le débat quoi, du right to repair. Oui, c'est ça. Exactement. Débat du right to repair versus DMCA aux États-Unis. Et donc là, en fait, il y a du fait de la guerre en Ukraine, il y a des militaires russes qui ont volé des tracteurs ukrainiens et qui les ont envoyés en Tchétchénie. Mais le fait est que ces tracteurs sont connectés à Internet et donc des Ukrainiens ont réussi à retrouver la trace de ces tracteurs. Et grâce au VIN, qui est un numéro qui était surtout utilisé dans l'automobile, qui est un numéro d'identification unique des véhicules, ont réussi à retrouver les tracteurs et à les désactiver. Voilà. Donc en fait, les tracteurs, normalement, ne sont plus utilisables. Deuxième sujet, je vais passer rapidement dessus. Conti, donc groupe de cybercriminels. Il y a une grosse fuite de données avec tout leur code source, toute leur communication interne, etc. Et dans ces communications internes, il y a des échanges qui ont été lus concernant le fait que les auteurs de Conti étaient en train de travailler, enfin sont sûrement encore en train de travailler sur un moyen pour infecter Manage Engine. Manage Engine, c'est le composant qui vient avec les firmware Intel et donc les CPU Intel, et qui en fait est au-dessus de votre système d'exploitation. C'est-à-dire que vous n'avez même pas connaissance de Manage Engine, mais c'est un peu comme, je crois que c'était Ring-3, c'était appelé à une époque. En fait, c'est ça qui est le vrai contrôle de tout votre ordinateur. Et si vous arrivez à infecter Manage Engine, il y a eu des vulnérabilités par le passé dessus. Si vous arrivez à infecter Manage Engine, bah, vous êtes en gros Dieu sur votre l'ordinateur, et même le système d'exploitation ne peut pas savoir que vous avez compromis l'ordinateur. Ensuite, là, je vais passer rapidement. C'est compromission d'un réseau de GSM qui date d'il y a quelques années. Le fait rigolo, c'est que, par contre, il y a un mauvais copier-coller des puces, il faudra que je corrige. C'est juste que les attaquants avaient encore utilisé Poison Ivy, donc ce rat franco-français beaucoup utilisé par les Chinois. Ça, c'est une erreur de copier-coller. Ah, alors, outils techniques. Adeleg, outil très intéressant présenté à la STIC donc il y a 2 semaines, qui permet d'aller auditer toutes les règles de délégation de droits sur les objets AD. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, ils ont une technique qui permet d'éliminer tout ce qui est déjà prévu par Microsoft, tout ce qui respecte les règles, tout ce qui est déjà connu, de façon à ne lever des alertes que sur ce qui n'est pas normal. Et donc, en gros, très rapidement, ça vous permet de savoir s'il y a un problème dans vos droits d'objets AD et potentiellement potentiellement venant d'attaquants pour avoir de la persistance. Ça aussi, c'est très intéressant. Pour la sécurité Active Directory, Wavestone l'appelle le radar, mais bon, c'est un tableau qui présente en fait tous les outils qui permettent de faire de la sécurité côté Active Directory, à la fois sur la partie audit, mais aussi détection. Donc là, vous avez tous les outils qui ont été identifiés par Wavestone. Je remarque surtout qu'il y a essentiellement des outils français et américains. Et donc, une des conclusions, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas sécuriser Active Directory avec un outil, il vous en faut plusieurs malheureusement, certains avec des périmètres plus larges que d'autres. Je note en particulier que JCO et Ping-Castle, qui sont vraiment des outils très, très, très utiles pour de la sécurité Active Directory. ISARS également. Ensuite, alors ça, c'est plutôt pour les red teamers ou ceux qui font de l'audit d'applications iOS ou la recherche de vulnérabilité. iOS tourne sous QEMU. Donc là, vous avez le tweet d'une personne qui arrive à peu près. Il y a quelques dysfonctionnements avec les dernières versions d'iOS, mais potentiellement, ça peut marcher. Christophe? Pour les éléments qui sont présentés ici de rapport, qui méritent d'y jeter un coup d'œil, qui méritent qu'on y jette un coup d'œil. Donc la gestion des vulnérabilités avec l'analyse de la mémoire d'exécution. Là, on voit que, grosso modo, il est important de hiérarchiser un petit peu la gestion des vulnérabilités et la gestion des correctifs associés. Et le rapport pose la question, quelle est la meilleure approche pour cette hiérarchisation des vulnérabilités. Un petit peu de teasing, je vous laisse voir, pour ceux qui sont intéressés, un peu plus loin dans le rapport. Et puis pour la 15e édition du rapport Verizon sur les rapports des violations de données, on réitère le fait que les 4 vecteurs les plus importants pour pouvoir pénétrer dans un système d'information sont les informations d'identification qui traînent sur le net, la technique de hameçonnage qui est une technique qui est assez performante.
Ensuite, on joue avec des vulnérabilités qui existent et comme l'a dit à plusieurs reprises, hein, il faut les traiter, ces vulnérabilités, en appliquant les correctifs qui vont bien. On peut se reporter au rapport qui est juste au-dessus. Et puis les botnets qui restent efficaces dans les attaques. Et là, ce n'est qu'un extrait de 2 points de ce rapport-là. On rappelle aussi que 62% des incidents d'intrusion dans les systèmes en 2021 sont imputables à des problématiques de chaîne d'approvisionnement, ce qui est relativement inquiétant. Je n'ai pas fait de comparaison par rapport aux années précédentes, mais voilà, un bon plus de 50%. On voit ces techniques qui sont des techniques d'enchaînement et des combinaisons qui montrent peut-être un peu les points sur lesquels on doit s'attarder. Ouais, rapport effectivement intéressant. Ouais. Côté business et politique, alors ça, c'est pas très rigolo, mais l'éditeur d'EDR, Cyber Reason, donc, a fait une très belle levée de fonds d'un peu plus de 300 millions de dollars, et donc ils ont licencié 10% de leur personnel. Alors ça peut paraître un peu dur comme ça. La supposition que nous en avons, c'est que, étant un EDR, ils avaient quand même une grosse couche service avec de l'intervention d'humains, et qu'ils essaient de recentrer leur modèle pour avoir un truc qui soit totalement automatisé, SaaS, enfin logiciel, et donc sans humain derrière, pour entre guillemets avoir une croissance infinie. Ce n'est qu'une supposition. Sinon, c'est que c'est un petit peu dur de leur part de faire ça. Sinon, pas d'autre raison. Ensuite, les rachats, il y en a beaucoup. Donc Cyberwatch, la solution française de scan de vulnérabilité interne, vient d'être achetée par Framatome, qui n'a aucun rapport avec Framasoft. Randori tout court, pardon, entreprise qui fait de l'external attack surface management, a été achetée par IBM. Et Randori n'a aucun rapport avec Randorisec, entreprise bordelaise. Vous avez également Sigfox, donc le constructeur français de la solution éponyme de communication pour des objets avec faible consommation énergétique, a été racheté par un Singapourien qui s'appelle Unabiz, après de longues discussions avec Bercy, suite à des dettes assez importantes de l'entreprise. Et a priori, donc, il y aurait à peu près les 2/3 des effectifs qui seraient conservés. Également le rachat de VMware par Broadcom, ce qui a suscité beaucoup de débats. Vous avez également Thales qui a acheté S21sec et surtout Excellium, qui est une entreprise positionnée au Luxembourg, une des principales entreprises de fourniture de services et intégrateurs au Luxembourg. Et enfin, Avisa Partners qui a acheté 2 entreprises, Databack et LeakID. Databack qui fait de la récupération de données suite à une destruction, enfin, quand un disque a été cassé ou autre chose comme ça, qui permet de récupérer les données ou un incendie. Et LeakID qui est une entreprise qui s'occupe en général de faire retirer tout ce qui est lien compromettant sur des référencements ou tout ce qui est sous copyright, que ce soit de la musique, du son, des choses comme ça. Ils ont aussi Alors, acheté côté AppSec juridique, Academy. Ils ont aussi acheté Hack Academy, dire. AppSec AppSec, Academy. Comme quoi, il faut préciser, ok, merci. d'accord. Merci Hervé. Ensuite, donc concernant le droit, je pense que vous l'avez tous vu, mais les Google Analytics ne sont pas conformes au RGPD. Donc vous avez un bel article de la CNIL là-dessus. Les premiers à en avoir parlé, je crois que c'est donc la version autrichienne de la CNIL. Et donc ça pose vraiment un problème parce qu'en fait les données partant aux États-Unis, comme elles sont transférées et traitées aux États-Unis, ça n'est pas conforme avec le RGPD. Je vous laisserai lire les questions-réponses de la CNIL puisque vous avez justement des indications sur comment faire. Ensuite, bon juridique, c'est juste l'arrestation d'un cybercriminel qui gérait un site, une place d'échange, enfin une place de marché assez connue dans le domaine. Et le dernier point, c'est un takedown de une quarantaine de noms de domaines qui étaient attribués au gouvernement iranien pour des attaques d'hameçonnage. Ensuite, alors ça va être drôle si vous avez des enfants assez jeunes. TikTok change ses conditions générales et en gros maintenant ils vont s'appuyer, ce que j'ai mis en rouge, sur l'intérêt légitime pour en fait récupérer toutes les données qu'ils veulent sur les utilisateurs. Alors moi j'ai fait la traduction en version courte. Je vous laisse lire ma version de ce qu'ils disent.
Autre sujet intéressant, Dedalus, l'entreprise qui officie dans le secteur du médical pharmaceutique pour le compte d'un certain nombre d'entreprises. Il y a une fuite de données qui a été assez importante concernant à peu près 500 000 personnes, 500 000 Français, qui a eu lieu il y a 1 an et demi. En gros, ils avaient laissé un FTP ouvert pour une migration avec toutes les données dessus. Il y a un salarié s'était plaint de ça, avait essayé de remonter l'information en interne. Au final, il s'est fait virer. L'ANSSI avait alerté l'entreprise à plusieurs reprises et l'entreprise n'a rien fait. Donc au final, il y a eu une amende de la CNIL de 15 millions d'euros. Autre entreprise totalement éthique, ClearView AI, qui est une entreprise qui existe depuis un certain nombre d'années, une entreprise américaine, qui en fait scrape tout Internet pour récupérer des photos de tout le monde. Il y associe des profils sur les réseaux sociaux et fait de la reconnaissance faciale massive. Et à la base, je crois que c'est une application qui était utilisée entre guillemets par des gens très riches pour s'amuser et finalement qui a étendu son business model au renseignement, aux militaires, etc. Alors j'ai cru lire, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais qu'apparemment les les militaires ukrainiens utiliseraient cette application pour scanner les visages des militaires russes tombés au combat pour ensuite essayer de contacter leur mère pour de la propagande. Il y avait eu, il y a alors je crois que c'est il y a 1 an, l'Australie avait demandé, à Clearview AI de supprimer toutes les données sur tous les Australiens. Et en Europe, c'est l'Angleterre, l'Italie et la France qui font la même chose. Alors que l'Angleterre a mis aussi une amende de 7 millions de livres à Clearview AI, l'Italie 20 millions, et la France pour l'instant elle n'a fait que mettre en demeure Clearview de supprimer toutes les données de tous les Français. Parce qu'en fait, bien sûr, il n'y a aucun consentement des gens qui se retrouvent dans les bases de données de cette entreprise. Concernant les conférences, je n'ai pas tout mis, nous n'avons pas tout mis, nous avons fait ça rapidement. Les principales conférences passées, donc il y a eu la JSSI, très très bonne édition, vraiment je vous la recommande. La quasi-totalité des vidéos sont en ligne sur YouTube, sauf 1 ou 2, je crois, de personnes qui n'ont pas souhaité être filmées. Conférence TIC, aussi très très bonne édition, donc la 20e édition pour la 10e année, et donc l'année prochaine ce sera la 20e année avec une très grande fête. FIC aussi la semaine dernière. Et les prochaines conférences, Troopers, conférence en Allemagne, je crois, avec des sujets très offensifs. La Black Hat, les fameuses Black Hat et DEFCON. LOAC, les 24 et 25 juin. Ah oui, j'ai pas à la Villette, bon, LOAC. je note. Bon, tu as raison. Pass the Salt. Pass the Salt, c'est quand? Pass the Salt, c'est début juillet, je crois, entre le 1er et le 5, je n'ai plus la date exacte. Bon, je rajouterai. Merci. Et puis après, rajouterai. Barbac fin août. Et Barbac fin août. Et ça, je pourrais en parler en juillet, mais oui, effectivement. Ok. Et dernière partie. Alors, je crois qu'on en avait parlé à l'OCIR, je ne sais plus. Mais en tout cas, moi, j'en ai parlé sur ma liste de veille. Il y a une vulnérabilité 7-Zip qui est sortie il y a quelques mois avec un chercheur disant qu'il avait une élévation de privilège locale qui permettait depuis 7-Zip de prendre le contrôle d'un ordinateur sous Windows. En fait, c'était totalement faux. Il y a eu un gros débat entre les développeurs de 7-Zip et le soi-disant chercheur. Et en fait, c'est totalement faux. C'est juste pour avoir une CVE. Il n'y avait pas de vulnérabilité. Voilà. J'avais essayé de reproduire, ça marchait pas, je comprenais pas. Et je me dis, bon, ça a l'air quand même de marcher chez le gars. Et en fait, non, c'était totalement faux. Alors, EPSS ou IPSS, on va dire technique, méthode de notation des vulnérabilités qui commence à faire de plus en plus parler d'elle, peut-être en remplacement de CVSS ou en complément. Donc CVSS, c'est le fameux Common Vulnerability Scoring System, qui est en fait une note de 1 à 10, qui est très technique et qui donne une mesure vraiment de la sévérité d'une vulnérabilité, mais sous le sens technique, pas vraiment du risque, et encore moins de son utilisation dans la nature. Ce qui est d'ailleurs souvent critiqué dans le domaine. Et typiquement, un des exemples par rapport au risque, c'est Heartbleed. Heartbleed qui permettait de capturer toute la mémoire du serveur, enfin du processus ciblé. Donc, si c'était Apache, de récupérer la mémoire d'Apache et donc potentiellement les clés privées RSA, potentiellement les logins et mots de passe des utilisateurs connectés. Donc, en fait, vraiment critique. Et pourtant, finalement, elle n'était notée que 5 sur 10.
Et donc, le dernier point, c'est effectivement que CVSS ne prend pas vraiment en compte le fait que la vulnérabilité soit exploitée dans la nature. Ça ne prend en compte que le niveau de maturité de l'exploit, ce qui est finalement assez imprécis. Et donc, IPSS vient essayer de corriger ça avec une note de 0 à 100% pour essayer de prendre en compte la menace réelle, c'est-à-dire est-ce que c'est exploité dans la nature ou pas? Est-ce que c'est réellement exploitable? Dans les faits, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si dans le chat vous pouvez dire si vous l'utilisez ou pas? Hem, j'ai commencé à regarder, c'est pas trivial de l'utiliser et surtout pour moi, il manque, la prise en compte de la criticité de ce qu'il y a en face. Parce que ce que j'aime souvent dire, c'est le menu de la cantine. Typiquement, si c'est une vulnérabilité sur le menu de la cantine, c'est moins grave que sur votre ERP ou votre CRM. Hem, donc voilà, à voir ce que ça donnera, surtout qu'ils en sont à la 2e itération, à voir si ça prendra ou pas et si, une calculette comme celle de CVSS sera fournie de façon à calculer simplement, son risque. Alors, OVH, donc vous êtes tous au courant que le data center à Strasbourg d'OVH a pris feu. Un rapport d'enquête préliminaire est sorti, ne donne pas encore vraiment de conclusion définitive sur les raisons, enfin l'origine de l'incendie, mais donne quand même pas mal d'éléments, en particulier en fin de journée. Alors je l'ai mis là, il y a une hygrométrie un peu particulière, qui a été détectée. De ce que j'en ai compris du rapport, c'est que, il y a eu un court-circuit au niveau de la carte d'un des onduleurs et que c'est de là que le feu a été déclenché. Sauf que de ce que j'ai compris, il y a eu 2 feux à 2 endroits différents, au même moment, ce qui est un peu bizarre. Et juste avant, je crois dans la matinée, il y avait eu une intervention de maintenance. Donc est-ce que c'est lié ou pas? On en saura peut-être plus, à la prochaine itération du rapport. Pourquoi je l'ai mis dans Troll? Je ne sais pas, donc plutôt en divers. Donc il y a eu la Pwn to Own Vancouver qui a eu lieu récemment, heu, auquel a participé, Synactive, qui s'est surtout illustré par le piratage d'une Tesla à distance. C'est-à-dire qu'en se rapprochant d'une Tesla avec une antenne, ils étaient capables de prendre le contrôle de la Tesla, ce qui est plutôt, très fort de leur part. Et voilà, et au total, il y a eu un peu plus d'1 million de primes distribuées aux différents, participants. Alors, il y a eu il y a un grand débat au niveau de l'OSIR par rapport à la date de naissance de l'OSIR, mais en gros, c'est situé dans les années 80, fin 80, plutôt 89. Parce qu'en fait, avant, il y avait un groupe de travail sous Windows, mais bon, on va rester sur cette, date de 1989. Mais en fait, et donc nous faisons de la veille, depuis, 2001. Donc la veille auquel vous assistez, elle existe depuis, 21 ans. Mais, c'est Nicolas Ruff qui m'a envoyé ça. Il y a une personne qui fait de la veille sécurité et qui la publie depuis 1985. Et donc sur son site web, vous avez, tout ce qu'il publie depuis 1985. C'est assez fou. Mais voilà. Si vous cherchez, une source de veille, celle-là peut être très intéressante. Autre point, gros débat sur LinkedIn, une personne qui posait la question de savoir si, quelle était la différence entre cybersécurité et sécurité des systèmes d'information, donc SSI, parce qu'en fait, a priori, il s'était trouvé face à alors je crois un revendeur ou un éditeur de sécurité, je sais plus trop, qui, en gros, s'était moqué de lui en disant: «Cybersécurité, c'est pareil que SSI» et plein de choses, un peu, comment dire? Un peu idiotes, bon, on va dire Non, simplement, c'était un un peu idiotes recruteur. comme ça. Un recruteur. Un recruteur? Ah oui, un recruteur. Bon, heu et donc, elle dit pas mal de bêtises, comme ça et donc la personne en est venue à poser la question sur LinkedIn de savoir s'il y avait vraiment une différence. Enfin, lui en était persuadé, mais est-ce que cybersécurité et SSI c'était pareil? La réponse est non, bien sûr que non. SSI contient cybersécurité, mais cybersécurité, c'est surtout, intégrité et confidentialité et pas les autres, critères et pas les process, tout ça donc, voilà. Et lisez l'article et les commentaires, sur LinkedIn, c'est très intéressant. Ensuite, Vault7, donc 2 articles de, Next Impact très intéressants également sur, cette fuite du wiki interne de la CIA, enfin de l'équipe offensive de la CIA avec, leurs techniques, leurs outils, leurs licences. En gros, quand vous lisez l'article, vous comprenez qu'une personne qui a été embauchée dans l'équipe était un peu, particulière et a créé une ambiance toxique, et une très mauvaise ambiance avec tous ses camarades. Au final, on lui a supprimé ses droits, il a quand même réussi à récupérer ses droits parce qu'il était admin, on lui a encore viré ses droits. À la fin, il s'est fait virer
mais entre-temps a, pour se venger, publié tout le wiki interne de l'équipe offensive de la CIA. Et ce qui est fou, c'est que cette personne, au final, donc, était caractériel parano, très complotiste, mais surtout pédophile. C'est-à-dire que quand il y a eu un audit de son ordinateur, on a trouvé des milliers d'images pédopornographiques dessus. Enfin, on se demande comment est-ce que des gens comme ça peuvent être embauchés dans des agences comme ça, alors que normalement, ils sont censés être screenés au début, on est censé faire un profilage, des entretiens psychologiques. Euh, Autre sujet intéressant avec une interview de Max Louarn, donc qui est un Français, qui était une des personnes à l'origine de Paradox, pour tout ce qui ont fait de la Juarez dans les années 90-2000, qui était un des groupes les plus connus dans le domaine. Et donc était quelqu'un de enfin, qui est toujours d'ailleurs très compétent, supposé fondateur de la team exécuteur qui faisait des systèmes pour jailbreaker, enfin pour déverrouiller les consoles type Switch enfin les consoles Nintendo surtout, mais aussi PlayStation, de façon à pouvoir exécuter des jeux piratés. Vous avez une interview donc sur l'interview est payante, mais si vous avez un abonnement Le Monde, vous pouvez y avoir accès. Donc il raconte justement un peu sa vie, ce qu'il a fait au début de sa carrière, il est parti aux États-Unis, je crois, un moment. Il a fait un peu de prison aussi quand il s'est fait arrêter à une époque. Je crois que c'était 5 années, mais bon voilà. Enfin, et d'ailleurs, un truc rigolo qu'il disait, c'est qu'en prison, lui, il s'occupait de la bouffe. Et donc en fait, comme il s'occupait de la bouffe, il avait entre guillemets des privilèges parce qu'il pouvait distribuer la bouffe à qui il voulait. Et en gros, c'est grâce à ça qu'il était un peu protégé. Donc un Français dans une prison américaine qui s'occupe de la bouffe, ça paraît totalement cohérent. Alors ça, c'est très rigolo. C'est un papa qui a souhaité punir ses enfants en les privant d'internet. Et donc pour ça, il a trouvé rien de plus simple que d'acheter un brouilleur multibande et de brouiller les fréquences du Wi-Fi. Sauf qu'en fait, le brouilleur qu'il a acheté, c'est un brouilleur assez puissant qui brouillait 3G, 4G, 5G et Wi-Fi. Donc il a brouillé 2 communes. Donc il y a eu une intervention des services de réparation qui sont venus, qui ont fini par comprendre qu'il y avait un brouilleur, et la police est arrivée chez lui. Il a essayé de s'expliquer en disant qu'il voulait juste couper l'internet de ses enfants. Dernier point là, c'est Atlassian, donc qui gère un certain nombre d'applications en mode SaaS, qui voulait couper une application ancienne, et en fait en coupant l'application, ils se sont un peu trompés et ont effacé les données de 400 clients, ce qui est quand même assez important. Alors au moment où j'avais mis ça, il y avait la moitié des clients qui avaient récupéré leurs données, mais pas l'autre moitié. Et misclick, effectivement, j'ai fait une vieille faute d'orthographe, mais en fait c'est volontaire, hein, c'est pour dire Miss comme une femme. Mais non, pas du tout, c'est vraiment une erreur, une faute d'orthographe. Et sinon, alors ça aussi c'est rigolo, c'est 2 groupes de cybercriminels ont revendiqué le même piratage. Donc les groupes Conti et The Hive, enfin je s'appelais Hive pour pas qu'on confonde avec le produit, le SOR. Donc ont revendiqué la compromission d'une entreprise qui s'appelle RaidGain. Donc je ne sais pas qui l'a compromis réellement, mais en tout cas au même moment les 2 l'ont revendiqué. Le dernier point, tu veux en parler, Christophe? C'est un peu rigolo. Ouais, si tu veux. Vas-y. Ouais, grossièrement, il y a un chirurgien, un cardiologue pour être exact, qui a été épinglé. Ce gars-là a été suspecté d'être derrière la création de logiciels de malveillance, style rançongiciel, qui revendait à des pirates pour des attaques. Ce gars-là se faisait appeler de différentes manières, Nosophoros, entre autres, ou Nebuchadnezzar. Ça a été révélé par l'équipe de Palo Alto, l'unité 42. Et bon, voilà, ce gars-là avait décidé, parce qu'il s'emmerdait un peu, d'aller voir un petit peu comment il pouvait se faire, a priori, de l'argent autrement. Il s'est fait la main avec peut-être sa capacité à apprendre sur différents sites. Et puis, au fur et à mesure, il a trouvé ça facile. Et puis, il en a fait son petit business. Mais bon, il s'est fait épingler récemment. Surtout que cardiologue, normalement, ça gagne bien. Étonnant. Ouais, c'est ça. Mais voilà, il s'embêtait peut-être un peu. Je regarde tout de suite. Alors, autre article assez rigolo, la vulnérabilité est connue, mais avec le jeu Morija Shogi 64 qui tourne sur Nintendo 64, il était possible de prendre le contrôle de la Nintendo 64 et d'exécuter du code. Sauf qu'il y a un nouvel article très détaillé qui a été publié il y a pas très longtemps, justement, qui détaillait la vulnérabilité et la compromission de la Nintendo 64. La particularité de ce jeu, c'est qu'en fait, vous voyez sur la photo, il y avait une prise RJ42 qui permettait en fait de se connecter à
à la cartouche et donc d'avoir accès au réseau depuis la cartouche et donc de jouer en ligne. Et les 2 dernières actualités, alors NVIDIA a mis en open source ses pilotes sous Linux. C'est assez surprenant, surtout qu'en fait, suite au piratage de NVIDIA par le groupe Lapsus avait menacé NVIDIA de publier tous les codes sources si NVIDIA ne publiait pas ses drivers Linux en open source. Et donc là, c'est ce que fait NVIDIA. Je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, c'est surprenant que ça arrive aussi peu de temps après. Et le dernier point, c'est un article de Bortz que je vous recommande, qui parle en fait d'un nouvel en-tête, un nouvel en-tête HTTP pour suivre le fait qu'un utilisateur passe par un proxy. Et donc en fait maintenant, vous avez l'entête forwarded avec une certaine syntaxe après qui permet d'indiquer qu'un utilisateur passe par un proxy. Le truc, c'est que déjà, il y avait pas mal d'entêtes qui permettaient de le faire. Donc c'est un nouvel en-tête supplémentaire. Donc ça veut dire que dans les codes de vos applications, et donc pour loguer, en particulier tout ce qui concerne la sécurité, et même dans vos CIEM pour faire de l'analyse des proxys, vous allez devoir rajouter ces en-têtes parmi tous les en-têtes déjà existants. Et en fait, là, j'en ai mis quelques-uns qui sont en fait liés, mais je sais qu'il y a d'autres en-têtes qui sont utilisées pour référencer l'information qu'un utilisateur vient d'un proxy avec son IP réel. Donc voilà, c'est un en-tête en plus à rajouter dans vos logiciels, dans vos logs et dans vos CIEM. Et voilà, c'est tout pour nous. Prochaine réunion mardi 12 juillet. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, c'est fini.